Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, est passée à la postérité comme l'une des plus grandes favorites royales de l'Ancien Régime. Elle était en charge des plaisirs du roi Louis XV, accablé par un état dépressif permanent. On lui prête aussi une grande influence sur la politique, à tort ou à raison. Ce qui est certain, c'est qu'elle a été une sorte de ministre de la culture. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements de cette favorite qui a marqué la France que je vais vous raconter dans un récit en 2 épisodes. Madame de Pompadour, plaisir et politique à Versailles. Épisode 1. L'émissaire de la bourgeoisie. Nous sommes à Versailles le 14 septembre 1745. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, la nouvelle maîtresse du roi Louis XV, est officiellement présentée à la cour. Tous les courtisans se bousculent dans les appartements du roi pour apercevoir cette jeune beauté de 23 ans qui a fait tourner la tête du souverain. On la jalouse bien sûr, mais surtout, on la méprise. Elle vient juste d'être anoblie par le roi. C'est une bourgeoise. La princesse de Conti, fille légitimée de Louis XIV, a accepté de jouer sa marraine pour l'occasion à condition que le roi éponge ses dettes. Chaque personne qui fait son entrée à la cour doit en effet être présentée par un courtisan et personne n'avait envie d'y introduire une Parisienne. Après une salutation à Louis XV, la marquise est conduite dans le grand appartement de la reine Marie Lesinska. La cour frémit d'impatience. Elle a hâte de voir comment la souveraine va recevoir sa rivale. Jeanne-Antoinette Poisson naît à Paris le 29 décembre 1721. Sa mère, Louise-Madeleine de la Motte, est connue à travers tout Paris pour sa beauté proverbiale. Son père, François Poisson, s'est fait une place dans la haute bourgeoisie de la finance en étant nommé commissaire aux vivres du ravitaillement de Paris en collaboration avec les frères Paris, les rois des banquiers, pour ne pas dire les banquiers des rois. Mais ce père trop gourmand détourne manifestement de l'argent public ou touche trop de pots de vin. Il a dû fuir la France pour échapper à une condamnation judiciaire. Madame Poisson et ses enfants se mettent sous la protection de son amant, le financier Charles-François Lenormand de Tournehem, qu'on prononce Tournehin à l'époque. Certains diront même qu'il était le vrai père de Jeanne-Antoinette. La jeune bourgeoisie financière du XVIIIe siècle est si riche qu'elle peut largement concurrencer la vieille noblesse française sur le plan économique. Elle s'attache maintenant à la concurrencer sur le plan politique, mais le pouvoir est à Versailles et pour y résider, il faut avoir ses quartiers de noblesse. C'est ainsi que très jeune, Jeanne-Antoinette va devenir un pion au service des ambitions de son clan. On raconte qu'à 9 ans, une diseuse de bonne aventure lui aurait prédit qu'elle serait aimée d'un roi. D'ailleurs, sa famille et elle font tout pour que la prédiction s'accomplisse. D'abord, elle reçoit la meilleure des éducations. Elle est formée aux arts d'agrément, la musique, la danse, le chant et le dessin, et montre de véritables dispositions pour ces disciplines. À 20 ans, elle est mariée à Charles-Guillaume Lenormand, le neveu de l'amant de sa mère. Le couple vit entre son hôtel particulier à Paris et le château d'Étiolles en forêt de Sénart, un bois giboyeux où le roi passionné de chasse poursuit les cerfs. C'est au début des années 1740 que les proches de Tournehem à la cour s'emploient à mettre Jeanne-Antoinette sur le chemin du roi. Il faut voir Versailles comme un nid de vipères. La noblesse y vit dans l'objectif de s'y divertir et de se rapprocher au plus près du pouvoir. Oisiveté et ambition font un cocktail d'une rare perversité. Et puis, après avoir donné 10 enfants au roi, la reine lui explique qu'elle ne partagera plus son lit. Une grossesse supplémentaire pourrait lui être fatale. À partir de 1737, le roi s'autorise donc à prendre des maîtresses. Enfin, la fonction de favorite, aussi instable soit-elle car soumise aux désirs du roi, revient aux filles des grandes maisons de France.
La favorite est une sorte de bouc émissaire. C'est elle qu'on déteste à la place du roi, et c'est bien pratique dans une monarchie de droit divin où il n'est pas permis de critiquer le roi, puisque c'est Dieu qui l'a placé à sa place. Elle est aussi en capacité d'influencer la politique du roi, c'est-à-dire de favoriser la montée au pouvoir de sa faction à la cour. Les premières à occuper ce poste aussi prestigieux qu'ingrat sont les sœurs de Nesle. Au moins 3 d'entre elles ont partagé le lit du roi Louis XV et il a aimé prodigieusement la troisième, Madame de Châteauroux, qui meurt dans des conditions étranges en 1744. Avec l'aide de Binet, le premier valet de la chambre du dauphin et cousin des Lenormand, Jeanne-Antoinette reçoit l'autorisation de suivre les chasses du roi dans la forêt de Sénart. On raconte que pour se faire remarquer, elle traverse le bois, un jour dans une robe rose dans un phaéton bleu, un phaéton c'est un petit char tiré par 2 ou 4 chevaux, et le lendemain, elle traverse le bois en robe bleue dans un phaéton rose. À vrai dire, il semblerait que cette mise en scène ait été imaginée au XIXe siècle par les frères Goncourt. Quoi qu'il se soit passé, Jeanne-Antoinette s'est faite remarquer. Les chroniqueurs la décrivent comme une femme magnifique, grande de taille, fine, avec de beaux cheveux châtain clair, des yeux à la couleur indéfinissable, du charme à ne plus savoir qu'en faire et surtout une intelligence au-dessus de la moyenne avec un petit truc en plus, beaucoup d'intuition. En février 1745, Jeanne-Antoinette est invitée à Versailles pour un grand bal masqué, le bal des Ifs. Le roi apparaît dans la galerie des glaces déguisé en If, et 7 de ses amis aussi. Impossible de savoir lequel de ces hommes est Louis XV, et le vrai Louis XV en profite pour rechercher Madame d'Étiolles et lui jeter son mouchoir. Pour lui, c'est une manière de dire qu'il est très intéressé parce que notre Louis XV adore qu'on le séduise. Ce marivaudage se poursuit 3 jours plus tard lors d'un bal à l'Hôtel de Ville de Paris. Jeanne-Antoinette est invitée à monter dans un carrosse où le roi l'attend. Celle qui faisait savoir dans tout Paris qu'elle ne tromperait son mari qu'avec le roi a été exaucée ce jour-là. Au printemps 1745, Madame d'Étiolles, âgée de 23 ans, est souvent invitée à Versailles par le roi qui, lui, en a 34. Tout le monde a bien compris qu'elle est sa nouvelle maîtresse et à la cour, on se bouche le nez. La Poisson, cette petite bourgeoise aux dents longues, ne tiendra pas longtemps. Alors que Louis XV quitte Versailles pour se rendre en Flandre dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne, Madame d'Étiolles passe l'été dans son château situé en Essonne, entourée d'amis qui la préparent à sa présentation officielle à Versailles. Elle doit apprendre tous les arbres généalogiques des familles de France. On lui apprend aussi l'étiquette, un ensemble complexe de règles qui régissent la vie de la cour. Qui a le droit, en fonction de ses titres, d'assister à tel événement, de parler à qui et de rester debout ou assis en présence du roi. Le 14 septembre 1745, enfin, Madame d'Étiolles, devenue marquise de Pompadour par la grâce du roi, fait son entrée officielle à Versailles. La princesse de Conti a accepté d'être sa marraine pour l'occasion, à condition que Louis XV lui donne de quoi éponger ses dettes. Après une présentation au roi, Madame de Pompadour est présentée à la reine. Les courtisans amateurs de spectacles acides espèrent que la reine sera odieuse avec la nouvelle favorite de son mari. Il n'en est rien. Marie Lesinska se montre très gentille avec la nouvelle venue. La marquise est installée dans un appartement relié à celui du roi par un petit escalier. Il prend l'habitude de la rejoindre après son coucher officiel, puis retourne dans sa chambre pour le lever. Un véritable miracle s'est produit. Jeanne-Antoinette, envoyée par la bourgeoisie pour noyauter Versailles, tombe réellement amoureuse de Louis XV et réciproquement. Le roi est un drôle de personnage. Il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de 5 ans. Il a été élevé pour siéger sur le trône, mais on lui a insidieusement refusé l'exercice du pouvoir. Le cardinal de Fleury, qui lui sert presque de père, a exercé le pouvoir pour le petit roi jusqu'à sa mort en 1743. Louis XV sait qu'il est l'homme le plus puissant d'Europe,
mais ça lui semble un peu vide de sens. C'est un dépressif, dévoré par l'ennui, avec des accès de sadisme enfantin. Par exemple, il adore marcher sur les pieds des courtisans juste pour le plaisir de leur faire mal en sachant qu'ils n'oseront rien dire. Il a terriblement besoin d'être distrait et aimé. Voilà pourquoi il lui faut toujours les bras d'une femme entièrement dévouée à son bonheur. Et il n'y a que le bonheur de son amant qui compte pour Jeanne-Antoinette. Elle sait que la fonction de favorite est difficile. Dans ses lettres personnelles, elle s'en plaindra souvent et laisse entendre à demi-mot qu'elle aurait préféré être la reine plutôt que la maîtresse. Mais pour rien au monde, elle ne voudrait perdre sa place. Et pour la garder, elle doit se rendre indispensable. Et ce dont le roi a le plus besoin, c'est de plaisir. Madame de Pompadour commence par organiser des soupers privés qui rompent avec la tradition des repas en public de Louis XIV. Avec sa maîtresse, Louis XV vit en bourgeois. C'est même lui qui sert le café à table à la fin du repas à Trianon ou dans l'une des demeures de la Pompadour qui investit sa fortune dans l'immobilier. La première année de leur relation, le roi ne passe que 50 nuits à Versailles. C'est un scandale. C'est Jeanne-Antoinette qui choisit la douzaine d'invités présents au souper du roi. Ce repas devient un événement de privilégiés qui exclut une bonne partie de la cour. En maîtrisant l'entourage du roi, la Poisson se fait détester. Elle organise aussi ses autres plaisirs et monte sa propre troupe de théâtre amateur à Versailles, une troupe où les femmes seules prennent toutes les décisions. C'est une véritable gynarchie. Être membre de la troupe du théâtre des cabinets est un honneur et assister aux représentations l'est tout autant. Les pièces se jouent dans une petite galerie qui peut accueillir une dizaine de spectateurs. Grâce à son succès, la Pompadour obtient vite un théâtre amovible avec toute une machinerie dans les escaliers des ambassadeurs. Les invités se voient distribuer une carte à l'effigie d'un personnage de la Commedia dell'arte. Sur scène, Jeanne-Antoinette rayonne. Pour les courtisans, c'est un privilège d'être à ses côtés dans ces moments. Un clan de courtisans jaloux décide de faire craquer les nerfs délicats de la favorite. Un jour, alors qu'elle rentre dans ses appartements, elle découvre qu'on a jonché le sol de poissons frais. Et puis viennent les poissonnades, des poèmes orduriers mais très bien écrits, comme vous pouvez le constater. Par vos façons nobles et franches, vous enchantez les cœurs. Sous vos pas, vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Le quatrain fait référence à une maladie gynécologique de Madame de Pompadour. La favorite est humiliée, elle craint que Louis XV ne se détourne d'elle. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Madame de Pompadour, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à la marquise de Pompadour, la ravissante Jeanne-Antoinette d'Étiolles a réussi à s'imposer comme favorite de Louis XV avec la complicité de son entourage. Pour conserver son statut précaire, elle se consacre entièrement au plaisir du roi, mais des problèmes gynécologiques risquent de remettre en cause son emprise sur le souverain. Épisode 2. La ministre Cotillon IV. Nous sommes à Versailles en 1749. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, goûte assez peu le sel des poissonnades. Elle a fini par remonter à l'origine de ces petits quatrains orduriers. Leur auteur est le ministre de la Marine, le comte de Maurepas. Si le roi devait renvoyer de la cour tous les auteurs de méchants bons mots, Versailles serait vide. Il en faut donc plus pour le faire tomber. Et au même moment, une rumeur se répand. Maurepas se serait vanté pendant un dîner d'avoir empoisonné Madame de Châteauroux, la précédente favorite du roi. Lorsque Louis XV l'apprend, son sang ne fait qu'un tour. Le roi est un hypocondriaque et comme tous les souverains,
il a une peur panique du poison. Ces bruits lui suffisent à envoyer Maurepas en exil sur ses terres pendant 25 ans. Mais le problème gynécologique de Jeanne-Antoinette n'est pas réglé pour autant. Elle souffre certainement d'une infection pour laquelle les antibiotiques n'existent pas encore. Alors, pour faire monter sa libido en berne, elle se gave de chocolat, de truffes et autres mets réputés aphrodisiaques. En vain. Elle a le sentiment, selon ses propres mots, de ressembler à de la viande froide quand elle est dans le lit du roi, et le roi lui-même se plaint d'avoir quitté la Pologne, sa femme, pour la Russie. Là encore, ce sont ses mots. Avec la complicité d'un de ses valets, elle recrute de très jeunes bourgeoises vierges, c'est important qu'elles n'aient pas de maladie vénérienne, et elle les installe, une ou deux à la fois, dans une maison dans Versailles, le Parc aux Cerfs. Les candidates pour ce bordel royal sont légion. Elles sont souvent emmenées par leur propre mère, avide de privilèges et d'argent. Marie-Louise O'Murphy, muse du peintre François Boucher, entre au Parc aux Cerfs peu avant ses 15 ans. Elle reste dans cette maison pendant 3 ans. Un soir, Marie-Louise, qui rêve d'être introduite à la cour, demande au roi quand est-ce qu'il se débarrassera de la vieille. Elle a osé insulter la Pompadour. Louis XV lui ordonne d'empacter ses affaires et de quitter le Parc aux Cerfs. Personne ne touche à sa marquise. Depuis qu'ils ne couchent plus ensemble, Louis XV et Jeanne-Antoinette sont devenus un couple de pouvoir. Le roi n'est pas aussi manipulable qu'on l'imagine, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Comme dans le fond, il est assez timide, il se débrouille pour tirer les ficelles de son royaume. Et là où certains historiens ont vu en la Pompadour une conseillère, d'autres y voient un infaillible soutien. La marquise ne porte pas ses propres idées politiques. Elle soutient celles de Louis XV et joue ce rôle de fusible qu'on attend d'une favorite. De nombreuses personnes lui imputent le renversement des alliances avec l'Autriche. Les choses sont un peu plus subtiles que ça. Laissez-moi vous expliquer la situation. L'Autriche et la France sont des ennemis héréditaires depuis le début de la Renaissance. La guerre de succession d'Autriche a confirmé Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, sur le trône de son pays. Après cet événement, la Prusse, dirigée par Frédéric II qui n'a que mépris pour Louis XV qu'il juge faible et pour sa bourgeoise, s'est alliée à l'Angleterre. Si la Prusse et l'Angleterre sont liées, la France se retrouve isolée en Europe. Le renversement des alliances est donc le rapprochement de la France et de l'Autriche. Cette nouvelle amitié est mise en place par plusieurs ambassadeurs, mais aussi par Madame de Pompadour. Pour matérialiser cette entente entre les deux pays, le futur Louis XVI et Marie-Antoinette sont fiancés. En aucun cas la Pompadour n'a été l'artisan de ce renversement des alliances, mais elle y a participé avec l'assentiment de Louis XV. Au même moment, la guerre de 7 ans fait rage. Elle a lieu entre 1756 et 1763. C'est un peu la Première Guerre mondiale parce qu'elle implique les royaumes d'Europe et les colonies d'Amérique et d'Asie. Pour la France, cette guerre est une véritable catastrophe. La France est obligée de céder à l'Angleterre ses territoires au Canada, à l'est du Mississippi et ses îles dans les Caraïbes, sauf la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante et Sainte-Lucie. Ce n'est pas mieux en Orient. En Inde, la France n'a plus que 5 comptoirs commerciaux avec une interdiction de les fortifier et de les étendre. Alors que l'empire colonial français tombe en miettes, l'Angleterre devient une énorme puissance. Cette défaite est imputée à la Pompadour. C'est elle qui aurait fait nommer de mauvais généraux et c'est elle qui aurait fait les plans des batailles en collant des mouches, ces pièces de tissu noir qui imitent les grains de beauté sur le visage, sur des cartes de l'état-major pour simuler le déplacement de toutes les troupes. Bref, tout est de sa faute. La haine se déverse sur elle et non sur le roi. C'est l'illustration parfaite de la fonction de fusible de la favorite. Jeanne-Antoinette n'est pas une politicienne, même si elle discute longuement de politique et de guerre avec son roi et des ambassadeurs étrangers. En revanche, la culture l'intéresse beaucoup plus et lui vaut ce surnom moqueur qu'on lui a donné, la ministre en cotillon ou cotillon IV selon Frédéric II de Prusse. Les cotillons, ce sont les noms des jupons que portaient les femmes à l'époque. La Pompadour est entourée des grands auteurs de son temps, les écrivains et philosophes des Lumières, tels que Voltaire, Montesquieu, Diderot et d'Alembert.
C'est pour cela qu'on l'appelle Notre-Dame des Lumières. Louis XV se fiche de ceux qu'il considère comme des écrivaillons, il ne veut même pas les recevoir. Et pourtant, la Pompadour s'évertue à lui faire comprendre qu'ils sont dans l'air du temps et plaisent beaucoup à Paris. Même si c'est encore assez timide, tous ces écrivains fournissent les prémices de la pensée révolutionnaire en remettant en cause l'absolutisme, et non la personne du roi, mais aussi le clergé et la religion. Leur liberté d'esprit leur vaut un certain nombre de déconvenues. Voltaire se fâche avec Jeanne-Antoinette parce qu'elle ne fait pas progresser assez vite sa carrière et ferait soi-disant mieux la promotion des textes d'autres auteurs. Il lui prête plus de pouvoir qu'elle n'en a vraiment. Vexé, Voltaire s'enfuit à la cour des ennemis de la France, François II de Prusse et la tsarine Catherine II. Diderot sollicite aussi la marquise après l'interruption de la publication de son encyclopédie. Mais là encore, sa correspondance prouve que Jeanne-Antoinette reste à sa place. Elle explique à Diderot que si son encyclopédie attaque Dieu et le roi, il faut la brûler. En revanche, si c'est une calomnie, il faut brûler les calomniateurs. Sa correspondance prouve bien qu'elle n'a pas le pouvoir de faire revenir en grâce les auteurs qu'elle mécène si le roi les prend en grippe. Pour recevoir, Madame de Pompadour a besoin de belles vaisselles et la porcelaine représente au XVIIIe siècle une industrie de pointe. La Pompadour pousse le roi à s'intéresser à la petite manufacture de Vincennes. Le roi y investit et la manufacture peut s'installer dans des locaux plus grands à Sèvres. En 1759, la manufacture passe entièrement sous le contrôle de la couronne. Pour remercier sa bienfaitrice, Sèvres crée une nouvelle couleur, le rose Pompadour qui décore ses plus beaux services. Portée par le roi qui organise même des ventes privées pour les courtisans à Versailles dans ses appartements, la porcelaine française est exportée dans toute l'Europe. Il y a la vaisselle bien sûr, mais il y a aussi les petites figurines en biscuit, un genre de porcelaine qui participe à la diffusion de l'art de vivre de notre pays dans les royaumes étrangers. Enfin, il y a la grande passion de Jeanne-Antoinette, l'architecture. La favorite agit comme toutes les favorites. Elle obtient des charges pour ses proches. Elle intronise son beau-père, Charles-François Lenormand de Tournehem, au poste de directeur général des bâtiments du roi des académies et des manufactures entre 1746 et 1751. Évidemment, cette distinction a été un scandale. La cour s'offusque toujours de voir le clan des bourgeois de Paris prendre des fonctions qui devraient revenir à l'aristocratie. Après sa mort, Tournehem est remplacé par Abel, le petit frère de Jeanne-Antoinette. Dès que la Pompadour a été installée à Versailles, elle a œuvré à la promotion de son petit frère. Monsieur de Vandières souffre lui aussi du mépris des courtisans qui le surnomment le comte d'Aventières. Mais sa sœur lui a donné une vraie formation à l'art en l'envoyant faire un long voyage en Italie avec un groupe d'architectes et d'artistes. À travers son beau-père et son frère, la Pompadour participe à l'embellissement de Paris dans un style néoclassique inspiré par l'Italie. Elle est derrière des projets tels que l'église Sainte-Geneviève, notre actuel Panthéon, le théâtre français, notre actuel théâtre de l'Odéon, et l'aménagement de la place Louis XV, notre place de la Concorde, qu'elle participe à financer. Elle est aussi la principale mécène de l'école militaire construite à côté des Invalides. Elle imagine ce bâtiment comme un pendant masculin à l'école royale de Saint-Louis pour filles de la noblesse désargentée, fondée par Madame de Maintenon, la dernière maîtresse et épouse morganatique de Louis XIV. Certains de ces projets sont un peu moins populaires. Les Parisiens se plaignent quand elle fait couper les arbres derrière l'hôtel d'Évreux, l'actuel palais de l'Élysée, pour agrandir son jardin au détriment des Champs-Élysées qui sont alors un lieu de promenade pour les habitants de la capitale. À Versailles, Jeanne-Antoinette supervise les travaux du Grand Trianon et développe le style rocaille ou rococo, caractérisé par une débauche de volutes. Elle valide ensuite les plans du Petit Trianon, dirige la création des serres chaudes et de nouveaux jardins à la française. Elle fait tout pour aménager des lieux intimes où le roi peut échapper à la pesanteur de la vie de cour.
À 42 ans, la favorite est à bout de souffle, son cœur est défaillant et elle semble souffrir d'une maladie pulmonaire comme la tuberculose. Elle crache souvent du sang. Épuisée, elle meurt à Versailles le 15 avril 1764. Personne n'a le droit de mourir au château en dehors de la famille royale parce que le roi ne doit pas être en contact avec la mort. En faisant une entorse à cette règle, Louis XV témoigne de sa profonde amitié à sa vieille maîtresse. Il s'interdit tout de même de participer à ses funérailles. Ce serait intolérable pour les courtisans. Il peut seulement se tenir sur le balcon de la cour de marbre pour regarder le cortège funéraire de Madame de Pompadour quitter le château. Elle est inhumée dans la chapelle du couvent des Capucines située sur l'actuelle place Vendôme. Ses ennemis continuent de l'accabler de bons mots en espérant que les autres pensionnaires de la chapelle ne seront pas dérangés par l'odeur de poisson. Le couvent des Capucines est détruit en 1806. On ignore aujourd'hui où se trouvent les ossements de la plus grande favorite de l'histoire de France. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Madame de Pompadour, réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Pour en savoir encore plus sur la favorite de Louis XV, je vous invite à lire mon article dans ce magazine. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à de nouveaux contenus. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Et Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt.